Today's decision almost certainly means that there are virtually no limits on what a president can do. This is a fundamentally new principle, and it's a dangerous precedent. There are no kings in America. Each of us is equal before the law. There are a substantial number of official acts of the presidency, things that we believe are official acts, were used as evidence to support the charges in that New York trial. We believe that that corrupts that trial, that indicates that that jury verdict needs to be overturned, and at the very least, we deserve a new trial where those immune acts will not come into evidence as the Supreme Court dictated. C'est une décision lourde de conséquences. La Cour suprême des États-Unis a tranché qu'un président est protégé de toute poursuite criminelle pour un acte officiel, c'est-à-dire un acte commis dans le cadre de ses fonctions. La Cour exclut des actes qualifiés de personnels. Donald Trump réclamait une immunité absolue. Sa victoire n'est donc pas totale, mais elle est très importante et provoque de nombreux remous. Première conséquence, sa sentence dans l'affaire Stormy Daniels a été repoussée du 11 juillet au 18 septembre. Et ses autres procès sur l'assaut du Capitole, les documents top secrets retrouvés chez lui ou encore sa tentative pour trouver des votes qui lui manquaient en Géorgie, ces procès ne se tiendront vraisemblablement pas avant l'élection présidentielle du 5 novembre. J'ai discuté de l'impact de cette décision avec Anne Dezin. Elle est juriste, spécialiste des États-Unis et autrice de la Cour suprême des États-Unis, droit politique et démocratie. Madame Dezin, bonsoir. Bonsoir. Les démocrates, Joe Biden en tête, dénoncent la décision de la Cour suprême des États-Unis en affirmant que ça crée un président roi. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? En fait, c'est ce qu'écrit pendant 25 longues pages l'une des juges progressistes à la Cour suprême, la juge Sotomayor, dans une opinion de dissidence. Elle explique que c'est une invention. La vision des 6 conservateurs, qui ne sont plus des conservateurs, qui sont des radicaux, est ahistorique, ça ne tient pas compte de l'histoire, ça ne tient pas compte des précédents, etc. Et surtout, c'est très dangereux parce que les présidents qui jusqu'ici pouvaient être responsables pénalement, et c'est écrit dans la Constitution, je peux l'expliquer, dorénavant sont libérés de toute cette épée de Damoclès des risques d'un procès pénal. Donc c'est très très grave pour la démocratie et je vous dis, elle l'écrit pendant 25 pages en expliquant, par exemple, le président peut donner l'ordre aux forces spéciales de tuer un adversaire politique. Il va expliquer qu'il l'a fait dans le cadre de ses fonctions pour protéger la sécurité nationale et par conséquent, il ne pourra pas être poursuivi. On parle beaucoup, et vous y avez fait allusion, de la division de la Cour. Là. Les 6 juges conservateurs que vous qualifiez de radicaux qui donnent cette immunité partielle au président des États-Unis, les 3 juges progressistes qui étaient contre. Est-ce que l'idéologie a joué dans cette décision? En principe, les juges appliquent la Constitution, la loi. Êtes-vous de ceux qui pensent que l'idéologie a joué quelque chose? Alors, pendant un temps, les juges étaient certes nommés par des présidents, soit républicains, soit démocrates, mais ils n'étaient pas alignés sur les positions du parti qui les avait nommés. Ce n'est plus le cas depuis une vingtaine d'années parce qu'il y a un acteur qu'on connaît bien maintenant qui s'appelle la Federalist Society, qui identifie les jeunes dans les facs de droit, conservateurs, juristes conservateurs, et leur fait suivre un cursus en s'assurant qu'ils pensent bien comme il faut sur un certain nombre de sujets. Et il faut noter que les 6 juges nommés par les présidents républicains sont des purs produits de cette Federalist Society. Donc en fait, alors je ne sais pas si on peut parler d'idéologie, mais ils jugent pratiquement selon un programme, selon des objectifs qui sont à atteindre. L'un d'entre eux, c'est la dérégulation, c'est-à-dire tuer l'État administratif. Et une des décisions rendues à 6 voix contre 3 il y a 2 ou 3 jours, c'est justement un revirement de jurisprudence sur une affaire Chevron qui revient à priver de tout pouvoir les agences à pouvoir réglementaire et en particulier l'Agence de protection de l'environnement. Donc il est clair que c'est une décision qui a des objectifs politiques. Alors c'est vrai que 3 des juges ont été nommés par Trump, mais de là à ce qu'il lui donne tout le temps dont il a besoin, parce qu'en fait, ce qui s'est passé en plus de cette décision, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec la formulation d'immunité partielle, c'est une immunité totale pour tous les actes qui relèvent de la fonction présidentielle
exclusives, telles que décrites dans la Constitution, et une présomption d'immunité pour le reste. Donc en fait, il n'y a qu'un tout petit nombre d'actes vraiment privés, non officiels, qui pourraient faire l'objet de poursuites. Donc pour moi, c'est une immunité quasi totale. Alors c'est vrai que deux des juges, le Chief Justice qui a écrit l'opinion et Alito, eux ont travaillé dans la branche exécutive. Et donc, ils ont un tropisme pro-présidence forte. Et donc, ça s'était entendu lors de l'audience. Alito avait dit, mais attendez, le président doit prendre des décisions difficiles. Il faut qu'il soit rassuré, sinon il n'osera pas prendre ces fameuses décisions difficiles. Madame Désine, quelle est la différence entre ce que vous nous avez dit au sujet de la Cour suprême des États-Unis et l'espèce de politique qu'ils font? Est-ce que M. Trump dit lui-même au sujet des tribunaux inférieurs, certes, mais dans son tribunal de New York, par exemple, en disant qu'on est en train d'utiliser les tribunaux à des fins politiques? Quelle est la différence entre ce que vous venez de nous dire et ce que M. Trump dit des tribunaux? Alors, à New York, c'est un procureur. Alors certes, il est démocrate, mais à New York, les procureurs sont élus. Donc ce n'est pas aberrant qu'on parle de procureurs démocrates. Dans le cas des juges fédéraux, c'est-à-dire ceux des juridictions inférieures, des cours d'appel et de la Cour suprême, ils sont nommés par le président avec l'approbation du Sénat et théoriquement, ils devraient faire preuve d'une certaine impartialité dans l'application de la loi. Trump, de toute façon, était décidé à contester, à critiquer n'importe quel juge, n'importe quel procureur, parce que, en l'occurrence, le procureur, c'est vrai qu'il a poursuivi sur des fondements qui ne sont pas les plus dramatiques. Et l'affaire de Washington, l'insurrection, c'est beaucoup plus important. Mais le juge a fait preuve d'une impartialité totale. Vraiment, on ne peut rien lui reprocher. Et malgré tout, Trump lui a reproché d'être dans les mains de la justice fédérale, ce qui n'est pas le cas. La justice de New York, c'est totalement indépendant de la justice fédérale. Mais donc, vous soulevez quand même un doute sur l'impartialité ou la partialité des juges de la Cour suprême, si j'ai bien saisi, si j'ai bien compris. Oui, là, je pense qu'ils ont un agenda, c'est comme ça qu'on dit aux États-Unis. Ils voulaient la fin du droit à l'avortement, ils l'ont obtenu. Ils voulaient la libéralisation des financements électoraux, donc maintenant les milliardaires, les entreprises peuvent déverser des millions de dollars, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de plafond. Et c'est la raison pour laquelle les campagnes coûtent si cher. Et c'est le résultat d'une jurisprudence de la Cour basée sur le premier amendement, c'est-à-dire les juges conservateurs, dans leur grande sagesse, ont dit que dépenser de l'argent, c'était comme de l'expression, et donc il n'était pas question de limiter les sommes que l'on pouvait dépenser. Donc ils ont une liste de choses, la fameuse dérégulation pour priver les agences de leur pouvoir réglementaire, et ils sont en train, maintenant qu'ils sont 6, que de toute façon plus rien ne peut les arrêter, même si l'un d'entre eux avait des doutes, il en restera 5 pour voter et obtenir la majorité. Ils sont en train de dérouler leur programme, qui est quand même un programme que rejette la majorité des Américains, y compris des républicains. C'est très clair pour le droit à l'avortement, mais dans d'autres sujets. Lorsque les sujets sont plus techniques, comme ce revirement de jurisprudence Chevron, qui est compliqué, les pouvoirs des agences, les sondés ne se rendent pas nécessairement compte de l'impact, mais cela veut dire qu'il n'y aura plus d'agences pour protéger leur santé, leur sécurité et le climat. Donc, c'est un peu grave. Madame Désine, c'est là-dessus qu'on doit se quitter. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission et bonne soirée à vous. Au revoir.